Bonsoir à tous. Moi, je me demande ce que je fais là, pour tout vous dire, mais je suis content d'être là quand même. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurélien Pisco. Donc, je suis pas là à titre professionnel, pour tout vous dire. Je suis là un peu comme ça. Voilà, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Quand même, professionnellement, je suis secrétaire général d'une structure qui s'appelle la Mission opérationnelle transfrontalière. Comme son nom l'indique, s'occupe des problèmes transfrontaliers. Je pense qu'on y reviendra avec Henri tout à l'heure. Et puis, j'étais avant le directeur de l'agence d'urbanisme Lorraine Nord. Certains m'ont un peu connu dans le secteur ou ailleurs. Voilà, donc je suis très content d'être avec vous. Je me dis que Frédéric a déjà posé les termes du débat de manière très très large. Moi, ça m'intéresse beaucoup. J'avoue que j'ai fait une formation il y a 4 ans sur les enjeux de santé et territoire. Alors Frédéric, je ne veux pas dire que c'est pas neuf ce que j'entends, mais en fait, j'ai l'impression que ce diagnostic du système de santé, non seulement vous n'êtes pas le premier à le faire, vous êtes celui qui le pose très bien là ce soir, mais c'est un diagnostic que beaucoup partagent et je trouve que finalement ça évolue très peu ce système de santé, donc je pense qu'on va pouvoir en parler. Alors, on va commencer par, alors vous disiez qu'il faut d'abord commencer par la prévention et après l'accès aux soins. On va commencer par l'accès aux soins, puis après la prévention. Donc c'est contre-intuitif, on va essayer de bien le faire ce soir. Alors, je vais déjà présenter peut-être les personnes qui sont là depuis 3 quarts d'heure, qui attendent de pouvoir dire un mot. Voilà, puis après on vous passera la parole parce que je pense que c'est quand même un échange ce soir. Je pense que vous êtes là jusqu'au bout de la nuit. On va essayer de respecter quand même les timings qu'on s'était fixés au départ. Alors, donc, vous êtes Sylvie Chateau, si je ne me trompe pas, voilà, directrice de l'hôpital de et donc je vous donnerai peut-être la parole en premier, puis je pense que vous présenterez un petit peu chacun votre structure, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont très 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 spécialistes de ces sujets, qui sont des locaux de l'État, comme moi je suis un peu un ancien local de l'État, je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai entendu qu'il y avait le directeur du CHU qui était là, donc je pense qu'il y a des gens qui connaissent très bien le sujet au territoire, peut-être d'autres points, donc peut-être que je vous laisserai dire un mot sur l'hôpital de Mont-Saint-Martin, et puis la différence avec d'autres hôpitaux, le rôle que vous jouez. Donc il y a également David Larivière, ici présent, donc directeur général adjoint du CHR de Nestorine, qui est juste. Joseph Amanodera, ici, donc vous êtes kinésithérapeute, vous êtes coordinateur des MSP de Roman, que j'ai découvert, du coup, par les chambres, et vice-président de la communauté de culture du Pillot, le docteur Joseph Fabre, bonsoir, vous êtes donc président d'SOS Médecins de Meurthe-et-Moselle, voilà, et puis Valérie Bonner, aussi, infirmière libérale, et donc vous êtes président de l'ESP Pillot. Donc ça va être bien parce qu'on va voir tout le monde. Enfin, je vais faire un petit quiz. Qui sait ce que c'est l'ESP? Il y a des professionnels. Bien. Qui sait ce qu'est une LSP? Ah, c'est mieux. Et qui sait ce qu'est une CPTS? C'est pas mal quand même. Bravo. Voilà, bravo. Moi, je l'ai découvert il y a pas si longtemps, il était avant. Voilà, donc ça va être intéressant de vous entendre. Alors, je vais vous passer la parole à tour de rôle. Moi, je m'étais noté 2-3 petites choses parce que, en fait, ça m'a beaucoup intéressé ce que vous avez dit, Frédéric. Et je me disais qu'il faudrait qu'on parle de parcours de soins, en fait, d'accès aux soins. Moi, j'aurais tendance à vous faire parler. Je vais vous laisser aborder le sujet comme vous voulez parce que Frédéric a dit énormément de choses. Je pense que ça vous donne peut-être envie de réagir. En fait, moi, ce que je me disais, c'est que dans le parcours de soins, il y a l'accès physique aux soins. Donc, hospitalier, médecine de ville, médecine hospitalière, autres professionnels aussi, médico-social, etc. Mais il y a l'aspect numérique. Vous l'avez un petit peu esquissé, mais finalement, on n'a pas tant parlé de ça. Donc, je pense que c'est aussi un défi pour ceux qui n'ont pas accès aux soins à proximité physiquement. Et puis, je trouve que moi, il y a un point qui me parle beaucoup, parce qu'évidemment, je suis issu d'un peu du secteur territorial, c'est l'organisation de l'accès aux soins. Je pense que c'est là où vous avez beaucoup insisté aussi sur ce que vous avez appelé les territoires de santé, je crois. Je pense qu'on a un enjeu très très fort en France par rapport à ça, parce que moi je me suis demandé s'il n'y avait pas un chaînon manquant côté français dans l'accès territorial à la santé finalement, parce que ce que vous décrivez aujourd'hui personne ne le fait, et on peut se demander qui pourra avoir ce rôle-là, parce que vous avez fait le parallèle avec l'éducation nationale. Je rappelle que si on a un ministère de l'éducation nationale, sauf à me tromper, moi je suis un amateur de ces questions et pas un professionnel, vous me direz si je n'importe quoi, je ne crois pas qu'on ait un ministère de la santé nationale. Et je pense que même si 45 ou 58 ça a l'air vieux, c'est quand même assez récent finalement par rapport au système d'organisation de l'éducation nationale en France. Et donc je pense que c'est peut-être là où ça demande à réfléchir sur l'organisation du soin. Donc Sylvie, c'est bien ça? Voilà. Je vais vous passer la parole tout de suite. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de présenter, de dire un mot quand même sur l'hôpital de Mont-Saint-Martin, le rôle que vous jouez localement, peut-être aussi votre lien avec les autres hôpitaux, avec la médecine de ville, parce que vous avez un peu employé le terme d'hôpital hors des murs finalement. Donc comment l'hôpital il agit aussi avec son territoire et comment vous réagissez peut-être aux propositions, tout
de suite, là, que Frédéric a évoqué, parce que je pense qu'il faut qu'on essaie de respecter certains timings. Donc je vous dis tout de suite, et puis je vous laisse la parole immédiatement. Donc, en quelques mots, l'hôpital de Mont-Saint-Martin est un ESPIC. Ça marche pas? Je crois qu'on entend. Donc, je reprends, excusez-moi. Ah oui, Ouais, on n'entend pas. Non, c'est pas ça, mais c'est à côté de rien. Alors moi je ne sais pas si je suis filmé, en fait on nous a dit que c'était filmé là, donc voilà, il y a des caméras, voilà. Donc je vous en prie. Donc, en deux mots, l'hôpital de Mont-Saint-Martin est un ESPIC, donc un établissement privé à but non lucratif participant au service public, en particulier avec 3 missions de service public qui sont la maternité, les urgences avec la ligne de SMUR transfrontalière également parce qu'on se déplace sur la Belgique, et le service de psychiatrie. Pour rebondir un peu sur les propos de monsieur, je vais faire court, deux grands axes de développement cette année, pour sortir un peu des murs de l'hôpital, c'est le développement de l'hôpital de jour, pour pouvoir fournir à la population du bassin des soins un peu différents d'une hospitalisation complète et classique, et après tout, le développement, et j'ai du monde dans la salle qui est là et qui pourrait reprendre la parole, de l'hospitalisation à domicile. Donc ça, c'est vraiment les deux grands axes de 2022, ce développement-là, pour un peu rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, sortir un peu des murs de l'hôpital. Sinon, l'hôpital est seul sur un bassin de 100 000 habitants. C'est un petit hôpital, parce qu'au départ, on a 300 lits et places, mais avec une offre de soins complète, on n'a pas à rougir face au CHU ni au CHR. Parce qu'on a vraiment tous les services, hein. Je vous ai parlé de la psychiatrie, de la maternité, de la cardiologie, de l'ophtalmologie, un bloc opératoire, enfin, je ne vais pas citer toutes les spécialités. Et voilà un peu les grandes tendances 2022 pour l'hôpital de Mont-Saint-Martin. Merci beaucoup. Alors je vais tout de suite passer la parole à M. Larrière. Selon vous, c'est côté CHR. Donc vu que vous n'avez rien à envier au CHU ou au CHR, peut-être que vous pouvez nous dire comment vous fonctionnez. Je crois que vous travaillez aussi avec Grille, si je ne me trompe pas, c'est Nestorville Grille, non? Alors, c'est un peu plus largement que ça, c'est un groupement hospitalier de territoire. Tout à l'heure, professeur, vous évoquiez la notion de gouvernance sur le territoire à travers un groupement de territoire de santé. Je dirais que l'existence même des groupements hospitaliers de territoire ont déjà démontré finalement cette notion de gouvernance dans le territoire avec une implantation effectivement où le CHL est un acteur important. Mais la crise Covid a aussi montré que le CHL est un acteur qui savait aussi travailler avec ses partenaires et notamment avec l'hôpital de Mont-Saint-Martin. On est en relation régulière, hebdomadaire, autour de la gestion de la crise, mais aussi plus largement des problématiques qui peuvent être rencontrées au sein de notre établissement, comme au sein aussi bien sûr de l'hôpital de Mont-Saint-Martin, puisque l'objectif c'est bien sûr d'assurer la continuité des soins et d'assurer une offre de prise en charge bien sûr de l'urgence, de la maternité ou d'autres activités. Donc CHR Bestonville, finalement, c'est un établissement public de santé qui a une vocation de recours, qui s'inscrit dans un projet également universitaire, et j'en profite pour saluer le directeur général du CHU de Nancy, avec lequel nous travaillons effectivement sur toute cette dimension, qui compte entre 6 000 et 7 000 agents, si on compte l'ensemble des personnels aussi en formation, au-delà des personnels qui bien sûr travaillent pour le compte du CHR. Le CHR, c'est 2 sites principaux qui sont Mercy et Thionville, qui sont les plus connus, mais on compte aussi d'autres sites qui ont aussi toute leur place dans le parcours de soins. Et effectivement, je rejoins votre remarque que vous formiez tout à l'heure autour de cette dimension du parcours. Et on travaille au sein d'un groupement hospitalier de territoire dont on assure la direction de l'État en tant qu'établissement support, avec effectivement Brigné, je salue aussi la directrice de Brigné qui est dans la salle, et puis d'autres partenaires, que ce soit Boulet, à Gorze, aussi sur toute la dimension de la prise en charge en psychiatrie avec Jury Lorquin. Donc, on compte plusieurs établissements et en partenariat aussi avec d'autres établissements associés, comme l'hôpital d'instruction des armées de l'Ouest, qui est un membre associé de ce développement de coopération au sein du GHT, et puis l'ensemble des partenaires des GHT de Metz et puis de la Moselle-Est, parce qu'on travaille aussi beaucoup, bien sûr, avec la Moselle. Merci beaucoup. Mais je crois que l'hôpital de Mont-Saint-Martin, vous n'êtes pas vous dans le GHT. Ah si, vous êtes associé au GHT. Quand on regarde la carte sur la cible, Oui, Au sein du territoire. c'est un peu particulier l'hôpital de Mont-Saint-Martin parce qu'on fait partie du GHT 6. il faut le micro. Donc je disais, c'est un peu particulier de par notre position au niveau du département.
parce qu'on fait partie du GHT 6 qui est sur la Moselle et on dépend de la RS 54. Bon, moi, vous savez, je vous ai dit, je travaille sur le transfrontalier, donc tout de suite, ça marque. En fait, on ne parle jamais des hôpitaux voisins, par exemple. On ne parle pas de Lèche, on ne parle pas d'Arlon, on ne parle pas de. On en parlera après, mais je trouve que c'est étonnant déjà que vous prenez la parole sur ce sujet. On est bien organisé localement, au niveau régional, mais dès qu'on regarde un peu au-delà, finalement, dès qu'on sort des murs nationaux, pardon. Je pense que déjà, on est un regard un peu différent. Je pense qu'on y reviendra par la suite, parce qu'il y aura un débat sur le transfrontalier, mais moi, c'est un point qui m'a tout de suite m'alerte. Peut-être une remarque pour rebondir quand même sur votre réflexion. Vous avez raison du point de vue de la gouvernance et des frontières. Pour autant, les patients, le CHR, au Saint-Martin, on accueille chaque jour des patients qui travaillent au Luxembourg, qui travaillent en Belgique, et qui, dans le cadre de leur parcours de soins, peuvent être pris en charge directement au sein de nos établissements, ou bien être pris en charge au Luxembourg et poursuivre une prise en charge avec un niveau en termes de spécialité ou de surspécialité, soit au CHR ou même au-delà, au CHU de Nancy, on a des patients effectivement qui habitent à Sionville, qui sont pris en charge en proximité parfois sur le Luxembourg et qui peuvent poursuivre la prise en charge des services spécialisés comme à Metz ou à Nice. Alors, très bien, alors je vais passer la parole à Valérie Conner. Alors, donc, vous êtes infirmière et présidente de l'ESP, donc vous allez dire. Alors, je pense que c'est le terme qui est moins connu. Donc, je vais vous laisser expliquer ce que c'est l'équipe de soins primaires à Viru, et puis, comment? Voilà, super. Et puis, moi, je pense que ça serait intéressant si vous entendre sur pourquoi vous êtes lancé. Et puis, peut-être les avantages ou les difficultés que vous rencontrez, parce que là, c'est la même chose. Moi, pour tout vous dire, j'avais pas beaucoup de temps pour préparer. J'ai été un petit peu sur Internet, fouillé, puis j'ai cherché les ESP, les MSP, les CPTF qui arrivent par là. Enfin, moi, je dis, vous savez où trouver, vous me le dites, hein, parce que j'ai fait un peu de fouille archéo. Je ne sais pas trouver, je ne sais pas comment on se sent, en fait, comment ça marche, qui vous dit qu'il faut le faire, pourquoi, voilà. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Donc moi, je suis infirmière libérale à Viru depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, après avoir travaillé en établissement hospitalier sur Thionville. Le travail, il a changé, il a évolué, et clairement, on a cette problématique la même comme partout, de désertification médicale, de prise en charge différente, difficile pour les patients, de sortie d'hôpital, et là les dirigeants d'établissement nous confirmeront, l'axe ambulatoire, RAC, récupération accélérée après chirurgie, donc hospitalisation très courte. Nous, clairement, la RAC, la récupération accélérée après chirurgie, c'est des protocoles qui ont quelques années maintenant, hein, qui sont vraiment mis en priorité dans les établissements hospitaliers, parce qu'on sort de la facturation à l'acte, parce qu'on doit rendre le patient acteur de sa prise en charge. Ça, là-dessus, c'est toute une problématique qui a évoqué l'intervenant tout à l'heure. Donc nous, en tant que professionnels de santé sur le terrain, clairement, on a pris les choses en main. On ne va pas attendre de subir la crise, les difficultés, et se retrouver finalement sans prescripteur, sans possibilité de prendre en charge et de faire un parcours patient correct plus tard. Et bien on s'est retroussé les manches et on a créé cette première forme d'exercice coordonné, la plus simple, j'ai envie de dire, qui est donc l'équipe de soins primaires, qui ne nécessite pas de déménager de nos locaux respectifs. Il suffit d'un seul médecin volontaire, strictement généraliste du secteur, volontaire pour participer à ce projet-là, et un paramédical, donc en l'occurrence nous les infirmiers, pour démarrer le projet. Puis très vite, clairement, les pharmaciens se sont joints à nous, un deuxième médecin est venu et une deuxième pharmacie, donc ça agglomère aussi finalement les professionnels du secteur, et plutôt que de rester chacun dans son coin, on travaille maintenant de manière encore plus coordonnée, avec des protocoles de prise en charge qu'on peut élaborer ensemble, qui vont améliorer, faciliter les prises en charge des patients à domicile, les patients avec leurs problématiques, que ce soit de sortie d'hôpital ou vieillissants, et des problématiques de pathologie chronique qu'on a énormément sur le territoire. Donc, c'est les soins de premier recours, c'est ça? On est le premier recours, effectivement. Alors, Joseph, je vais vous passer la parole à vous, parce que vous allez traduire un SP au cas où, vous ne savez jamais. Nous pluriprofessionnels ou pluridisciplinaires. Voilà. Et donc, vous êtes plutôt, si je comprends bien, les MSP, c'est plutôt des personnes morales quand même. Et je dirais le premier et le deuxième recours également ou pas? Ouais, alors on est à peu de PSP dans le mur. Et pourquoi on est venu à la MSP sur mon territoire? C'est parce que, alors déjà, dans le parcours de soins, souvent les patients, qui est-ce qui vont en premier? C'est le médecin généraliste, avant d'atterrir dans des structures
hospitalière. Et sur nos territoires, on a un petit peu anticipé, et puis je crois que c'est un petit peu le maître mot dans la constitution des OSP, une désertification médicale qui était latente. Sur nos territoires, on avait 6 médecins généralistes, sur les 6, il y en avait plus de la moitié qui partaient en retraite dans les 3-4 ans. Et le problème de l'exercice libéral, en tout cas celui que moi j'ai vécu ces 30 dernières années, c'est qu'on est souvent sur un exercice isolé. Et le maître mot dans tous ces systèmes, OSP et MSP, c'est vraiment la coordination et l'interdisciplinarité. Et donc on a le problème, la problématique, les freins et peut-être les atouts, c'est que pour monter une MSP, il faut déjà 2 médecins généralistes et un paramédical. Le paramédical, on en trouve tout le temps. Les 2 médecins généralistes, c'est toujours un petit peu plus compliqué, surtout quand ils ne sont pas partants dans les projets au départ. Et donc, voilà un petit peu pourquoi on s'est lancé là-dedans. On s'est dit vraiment que c'était une forme d'exercice qui serait beaucoup plus attrayante. Et le résultat, c'est qu'on a démarré 2 médecins, un 3e s'est greffé dans l'année qui a suivi. Et c'est vraiment une forme d'exercice il y a une vraie souplesse dans le temps de travail, il y a un vrai tout patient qui va se retrouver dans un parcours de soins un petit peu beaucoup plus localisé, avec une offre, avec un plateau beaucoup plus fourni. Aussi, l'après aussi, on exerce tous en libéral. Et c'est propre à la MSP, c'est géré par les libéraux, notamment une maison de santé où on a du salariat et la gestion peut se faire aussi un petit peu en dehors des murs. On a une mutualisation des moyens avec souvent un prix attractif dans l'installation. Et avec une rémunération un petit peu dédiée aussi au MSP, via les ACI, aussi un accord interprofessionnel qui permet un petit peu de valoriser nos pratiques au sein de la MSP. Il y a beaucoup de MSP Alors, sur le territoire, il y a Languillon, il y a Haut-d'Abremont, il y a Mercy-Bas, et il y en a quelques-unes qui sont vraiment en projet, et même parfois qui sont en projet, sur le Piémont et ça va. Voilà. Tu as dit en fait on a anticipé. Ouais. Donc l'anticipation c'est important parce que d'y voir combien de temps. Alors après je donnerai un peu les chiffres généraux. Combien de temps vous avez mis à partir du moment où vous avez dit on va tenter de faire une MSP où vous avez coupé le ruban? Moi, clairement, on a mis un mandat. Je parle de mandat parce que je suis aussi voilà, sur le territoire. Ça peut aller un petit peu plus vite maintenant. Le projet de santé qui fait découler la labellisation de l'ARS est un petit peu moins contraint. On le fait un petit peu plus facilement, même s'il faut quelques années. Et le problème de la MSP, c'est que si vous voulez faire venir des jeunes praticiens, les inclure dans un projet qui est 3, 4, 5, 6 ans à venir, franchement, ça décourage tout le monde. Donc l'anticipation est vraiment importante. Les chiffres disent en général 5 années pour monter un projet d'MSP. Enfin, moi, je trouve que c'est excessivement long. Je vois que sur des territoires, par exemple, le tien, Villerupt, c'est un territoire aujourd'hui où il n'y a plus qu'un seul médecin qui a moins de 60 ans. Voilà, un médecin. Elle est jeune. Et le deuxième, il a 61 ans. Et en fait, les autres, on en a 2 qui sont en post-retraite, enfin, ils travaillent encore, mais ils sont en retraite depuis quelques années. Quelques-uns qui vont partir dans les mois à venir, et du coup, il reste. Donc, quand on dit on va créer une maison de santé, si on attend qu'il n'y ait plus personne, en fait, on n'y arrive pas. Ça veut dire qu'il faut anticiper. Je pense que c'est quand même important de se dire que l'anticipation est importante, parce qu'aller convaincre un médecin qui a 63 ans d'aller construire une MSP quand il sait qu'il va couper le ruban à 68 ans, donc ça, c'est une problématique. Je pense que l'anticipation est majeure. Et ensuite, il y a quand même une deuxième réalité, c'est que vous ne faites pas venir de jeunes sur un territoire aujourd'hui où il n'y a plus, enfin pas venir, en fait quasiment plus venir, où il n'y a plus de maisons de santé pluriprofessionnelles. Donc je pense que c'est quand même quelque chose à entendre et à comprendre. Et il n'y aura plus non plus, il faut se le dire, un médecin dans chaque village ou un médecin dans chaque ville.
En tout cas, tant qu'on n'est pas en pléthore, ça va quand même être compliqué. Donc l'organisation, l'anticipation, effectivement, sont pour moi des sujets majeurs. Merci. Alors, Joseph, vous n'avez pas encore eu la parole, donc je vais vous la passer. Et après, je la passerai à la salle, donc ça va bien aux questions. Enfin, je pense qu'il n'y en aura pas, donc je vais mettre mon casque. Donc vous êtes président de SOS Médecins Montélimar, n'est-ce pas? Donc je voulais vous expliquer un petit peu votre rôle, en fait, comment vous intervenez. Qu'est-ce qui vous fait que vous êtes là, en fait? Parce que moi, j'ai l'impression, en fait, si vous voulez, je connais moins bien SOS Médecins, je dois vous dire. Mais j'ai l'impression que c'est pour pallier un manque qu'il y a SOS Médecins. Donc s'il n'y a pas de manque et s'il y a SOS Médecins partout, comment ça fonctionne un peu, le système? L'histoire est longue, mais je vais essayer d'écourter. Oui. Alors, on est ici parce qu'à l'origine, le médecin du haut du département, Le médecin du haut du département sur le secteur de Longuyon, nous ont demandé à l'époque de venir faire la permanence de soins de nuit. On l'a fait de minuit à 8 heures, et surtout le secteur ça pouvait aller de Longuyon jusqu'au Dain-Roman et Briey, Jocourt. On avait des grosses diagonales à faire. Et puis, au fur et à mesure que nos politiques n'ont pas su anticiper la démographie médicale, donc je pense qu'il faut retenir cette anticipation. Et du coup, il a fallu, on a retravaillé le procédé, c'est-à-dire qu'on s'est dit, à la demande encore de nos confrères, on va baser un médecin sur Jeuf et un autre sur le secteur de Montpellier, donc il est sur Hercérange, et le mi-chemin, c'est au Dain-Roman. La limite, c'est au Dain-Roman entre les deux secteurs. Et donc, les médecins aujourd'hui, les SOS viennent de 20h le soir. J'ai tous les soirs un médecin qui vient se positionner sur le secteur de Jeuf, qui fait 20h jusqu'à 8h du matin, et un autre sur le secteur d'Hercérange, qui fait 20h jusqu'à 8h du matin, mais qui fait le secteur de garde, dédié uniquement à la permanence de soins, régulation SAMU et garde. Il peut se trouver celui qui est sur le secteur de Jeuf, je cours, tout le secteur de Montcheuil, Charles-Michel, et celui qui est sur le secteur de Longwy va faire Longuyon, Villerune, donc ça fait des gros secteurs. Et vu qu'aujourd'hui, la région subit quand même des déserts médicales, c'est pour ça qu'on est là. Alors, à la base, on est aussi là pour nos confrères qui se sont installés, les jeunes médecins qui s'installent, puissent quand même allier vie familiale et vie professionnelle, de telle sorte à ce qu'on prenne la garde de nuit, parce qu'ils ont quand même une surcharge de travail. Et le but, c'est de se dire, voilà, nous on est là, on assume la nuit, vous avez quand même, vous pouvez avoir votre vie de famille, on fait la nuit, j'ai aussi en charge de la nuit de garde le week-end, donc c'est mes collègues qui sont volontaires, qui m'aident à remplir le planning de garde de journée, donc le samedi de midi à 20h, et le dimanche de 8h à 20h, et toutes les nuits, c'est SOS qui prend le relais. Donc le but, c'est essayer de stabiliser la démographie médicale du secteur, et peut-être un jour, en espérant aussi le dispositif de pléthore, les médecins reprennent en charge si c'est possible. Et je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle génération a quand même le droit aujourd'hui de souffler, de travailler avec des horaires convenables et ne pas supporter les erreurs qui ont été commises par nos politiques d'avant. C'est ça la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si on avait des erreurs médicaux, je pense que vous avez pu entendre parler sur France 3 récemment et encore sur ce matin, c'est que nos jeunes confrères subissent des décisions, on leur jette la pierre en leur disant il faut les installer ici, il faut les installer là. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas là pour subir. C'est de travailler et faire au mieux pour apporter l'offre de soins à la population. On essaie de travailler en bonne collaboration. Nous, on va essayer de stabiliser au maximum. Si un jour, ils veulent reprendre la main, on leur laissera reprendre la main sur la nuit. Mais voilà, s'ils veulent, mais bon, pour l'instant, si la collaboration peut continuer, elle continuera. Moi, je voulais te demander, est-ce que tu penses que le fait d'avoir une structure, alors que ce soit par SOS ou par des médecins volontaires pour assurer dans les maisons de garde, je ne sais pas comment on appelle ça, ou les maisons de premier recours, est-ce que tu penses que ces structures-là, elles pourraient être en fait à côté, par exemple, des maisons de santé, et du coup, le métier de médecin généraliste en maison de santé en serait plus attractif? La question, c'est est-ce que les gardes, le fait d'assurer les systèmes de garde, les nuits, etc., n'est pas un peu rédhibitoire et du coup, les praticiens, au lieu d'aller se mettre en libéral, vont quelquefois aller chercher un exercice salarié? Est-ce que tu penses que cette organisation pourrait ramener un peu de médecins généralistes dans une maison de santé s'ils savaient qu'à 18h ou à 19h ou à 20h, ils quittent leur cabinet et que derrière, il y avait un relais, peut-être sur une organisation
par SOS ou d'autres, par exemple, aussi. Tout à fait. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, tout le monde a le droit d'allier vie familiale et vie professionnelle. Mais par contre, intervenant, je ne sais plus son nom, Frédéric, pardon. Il faut anticiper, et je vais vous le dire, quand M. Husson l'a entendu à plusieurs reprises sur le mail, on ne sait pas anticiper le vieillissement de la population. Et je pense que l'idée, ici, il n'y a pas trop de soucis, parce que je vois bien que mes confrères sur l'eau du département, la visite à domicile sur le secteur de jeunes. Sur nous, c'est un peu plus compliqué. Donc, Million, c'est le village gaulois, eux, ils savent toujours bien faire. Mais, et sur le secteur de jeunes, ça marche assez bien. Et du coup, l'idée, c'est effectivement, si nous, on est là pour assumer, ça va attirer, puisque ça marche sur le toit systématiquement. Je reçois un coup de téléphone, c'est voilà, je vais m'installer dans une maison de santé, est-ce que c'est vous qui faites les gardes de week-end de nuit? Mais par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des dispositifs de soins non programmés dédiés à la consultation. Et là, par contre, moi, je suis pas pour la consultation totale. La population vieillit, il faut une mobilité, il faut du aller vers. On ne peut pas, nous, aujourd'hui, je vais monter des dispositifs aussi sur la métropole, parce qu'on a des personnes âgées qui n'arrivent plus à trouver de médecins traitants. Donc le désert médical, c'est pas un problème de ruralité, c'est aussi un problème de métropole. Et pour exemple, SOS Médecins est souvent appelé la nuit par une petite grand-mère pour un motif, on va dire, travesti. Et à la fin de la consultation, elle nous demande un renouvellement de traitement. Et donc, il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas se déplacer vers le médecin traitant, qui n'ont plus de médecin traitant parce que le dossier est complexe. Donc, voilà, c'est comme ça, c'est qu'ils n'arrivent plus à accéder à un médecin traitant. Et systématiquement, le recours, c'est SOS Médecins. Mais notre rôle, nous, c'est les soins non programmés, la garde, stabiliser les patients à domicile pour éviter de les hospitaliser. C'est ce qu'on fait ici sur le département, comme on a quand même, on a tout le matériel, la logistique pour pouvoir on fait les aérosols à domicile, si besoin on fait l'électrocardiogramme, on joue au 15, par seconde, on peut maintenir à domicile, c'est pas une urgence cardiaque. Voilà, le but c'est aussi de limiter les hospitalisations. Bon, moi je crois que, ce que j'entends, j'entends deux sujets, si je peux me permettre, c'est l'anticipation et l'organisation. Donc, en fait, vous parlez d'anticipation, également Véronique, sur le temps que ça prend, par exemple, de monter. Il y a d'autres choses en termes d'anticipation, pardon. En fait, il y a le nombre de médecins, parce qu'il y a pas mal de professionnels médicaux, simplement. Mais il y a aussi des phénomènes qui se passent aujourd'hui. Le Covid a eu des impacts, mine de rien. Il y a beaucoup d'études qui sont en train de sortir sur l'exode urbain, par exemple, sur le retour des enfants du pays. Moi, je me demande s'il n'y a pas des opportunités. Moi, par exemple, je suis un exemple concret pour vous dire. Je travaille à Paris, mais je télétravaille, je habite dans l'Oreille. Donc, ça existe, le retour des enfants du pays. Moi, je me demande comment vous pouvez anticiper ça, parce que ne faut pas être contraignant. On peut être incitatif, mais la contrainte, on en parlait en aparté tout à l'heure, la contrainte c'est compliqué, on peut faire des systèmes bonus, malus, etc. Mais il faut anticiper. Donc moi je me demande un petit peu comment dans tous vos métiers, dans vos différents rôles, vous anticipez. Je trouve que c'est un peu ce que vous évoquiez, Frédéric, sur la stratégie. Parce que ça veut dire qu'il faut un petit peu avoir une vision de long terme, ou en tout cas de moyen terme. Et puis la deuxième question que je voulais vous poser, puis après je passe la parole aux gens qui sont ici, parce que vous êtes venus, j'imagine, prendre la parole, c'est l'organisation. Parce que en fait, quand on parle, moi je ne suis pas un professionnel de santé, donc je peux dire ce que je veux. Je trouve que vous parlez en silo. Vous parliez, Frédéric, tout à l'heure des territoires de santé. On n'a pas invité de communauté professionnelle territoriale de santé ce soir. Je ne sais pas s'il y en a une sur le territoire. Ça commence. Ah, voilà, il y en a une. Bon, c'est bien. La question, c'est comment tout ça s'organise entre nous. Parce que finalement, Joseph, vous disiez. Moi, je l'ai entendu par là, je vais le relever. Attention, le médecin de ville, c'est le premier contact avec le patient. Ce que je veux dire, c'est que je pense moi j'ai entendu ça en formation, on disait il y a toujours l'opposition, médecins hospitaliers, médecins de ville, etc. On fait tous les professionnels de santé. En fait, je me demande, depuis que je m'arrête là, parce que je parle longtemps, c'est pour rien, mais comment vous arrivez à vous organiser globalement tous ensemble et à ne pas travailler en silo. Est-ce que ce que disait Frédéric sur la manière d'organiser les territoires de santé, est-ce qu'il n'y a pas un schéma encore là sur la santé nationale, sur la santé territoriale? Comment on fait au-delà de la somme du nombre de professionnels? Voilà. Et après c'est à vous, donc je vous laisse lever la main quand vous aurez envie de prendre la parole. Justement, la CPTS est un exercice coordonné à une échelle beaucoup plus importante. Hein. On vient de créer une CPTS sur le Val-du-Brié qui regroupe 80 000 habitants
ONC et CCPH. Et c'est vrai que c'est un chaînon qui manquait aussi peut-être pour améliorer la relation vie-hôpital et la coordination à cette échelle-là. Et c'est une des parcours de soins. Et je trouve, si vous voulez, enfin, pardon, je comprends très mal, je vais être promis. En fait, je trouve que c'est un peu à la gauche de pouce. C'est-à-dire que qui vous êtes, qui vous accompagne, qui vous invite à faire, qui accompagne cette stratégie globalement dans les territoires. Combien on a de CS en Lorraine, dans le Sahel. Vous voyez ce que je veux dire? Comment? Non, ou des CS, peu importe. Comment on arrive à faire qui vous accompagne? Il y a quand même une organisation, parce que vous voyez, la CPTS de juillet, dans les HF, je crois qu'il y a Joseph. sur la CPTS de juillet, quand ils ont monté dans cette CPTS, ils m'ont contacté, j'ai été invité pour les soins non programmés et la permanence de soins sur la CPTS de Longwy, qui a la santé de Lyon, le docteur Lakomski m'a appelé et on sait qui va faire quoi. On va pas ça. Il y a quand même une coordination. Bon, il y a l'ARS qui est dans la boucle, mais à chaque fois que quelque chose se monte et on sait que SOS s'articule soit dans les soins non programmés ou la permanence de soins, je suis contacté et j'essaie d'apporter ma vision du territoire, le départemental. Donc je sais où je dois me retirer s'ils font les horaires enfin, je m'adapte en fonction de nos horaires et de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent que j'apporte sur le territoire. Et sur l'idée de groupement territorial de santé qui était proposé par Frédéric, ça vous parle ou pour vous c'est réglé, ça avance, comment on réagit à cette proposition? Exactement ce qu'on fait en fait, la CPTS, ça met juste la lumière sur ce qui existe déjà. Donc avec Sébastien Lakomski, je suis porteur du projet de la CPTS du PIO. On est passé en commission ce matin, ça a été validé par l'ARS, on a été accompagné, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça fait 2 ans qu'on travaille déjà tous ensemble et on a un grand territoire de 90 000 personnes, nous. Donc voilà, c'est juste on formalise des choses. Après, votre situation à vous, pour tous, c'est, comme le dit Frédéric, d'apprendre à ne pas être malade. L'éducation à la santé, la prévention à la santé. Ça, c'est la solution, effectivement, des 20 prochaines années. Les populations doivent apprendre à ne pas être juste je suis malade, je veux un médicament qui me soigne, une ordonnance pour me soigner. Non, ils doivent apprendre à se prendre en charge, à anticiper, à ne pas être malade. À rester en bonne santé. C'est positif. Alors, qui a des questions dans la salle? Vous êtes nombreux? Oui. Je crois que c'est Gérard Debré qui a la main. Attends, on va t'amener un micro. Il y a un micro qui arrive. Sinon, on ne vous entendra pas. Et qui d'autre a une question sinon après? Edouard. Ouais, j'attends. Alors, je vais prendre 3 questions tout de suite, comme ça, on sait. C'est pas une question, c'est un complément. Je crois qu'on vous entend. Attends, on va. C'est pire que les infirmières, ils sont le cas à poser des Toi debout et tu parles fort. Merci. Donc, c'est une remarque sur ce que disait M. Frédéric Bizard sur, je dirais, l'obsolescence de notre organisation. Je vais donner un exemple qui tient à notre territoire. Donc, il y a un centre hospitalier de Briey qui a toujours son autonomie, mais dont la gestion est assurée par le CHR, c'est ce qu'a dit tout à l'heure par M. Larivière. Et de manière assez curieuse, quand on parle comment faire en sorte que les de l'hôpital fonctionnent, eh bien, actuellement, pour ce qui est de l'hospitalier, cela relève de l'ARS 57. Et pour ce qui relève de la médecine libérale, c'est l'ARS 54. Alors, expliquez-moi comment vous pouvez éventuellement vous mettre dans une logique de parcours de soins et d'offre de soins. Donc, ça fait X années qu'on le signale aux autorités qui s'occupent de cela, et ça n'a toujours pas bougé. Alors, vous voyez, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour en arriver là où certains essaient de faire.
Merci, Pierre. Je suis médecin de santé publique et expert en gestion des politiques de santé. J'ai fait un coup de ma carrière hospitalière dans les hôpitaux de Nancy, Metz, puis ensuite au Luxembourg, où je suis passé à l'assurance maladie et je viens de revenir en Lorraine, particulièrement en Meuse. Que de sujets intéressants que vous avez abordés, mais j'ai l'impression qu'il y a un gouffre entre ce que vous avez présenté, M. Bidard, avec la stratégie générale et globale, et puis toutes les organisations que vous, acteurs du terrain, vous mettez en place pour essayer de faire survivre l'accessibilité aux soins pour les patients. Et ma réflexion est la suivante: est-ce que finalement, dans la stratégie que vous proposez, c'est pas un changement du métier des soignants qu'il faut envisager? Et est-ce que si on veut faire survivre ou vivre ce que moi j'appelle le système de soins, ça ne passera pas par le système de santé, par la mise en place du système de santé, justement pour éviter d'être malade, pour répondre à la définition de la santé de l'OMS de 1946, pour permettre d'apporter les soins qui sont nécessaires, avec les missions de l'hôpital lorsque les patients sont malades, et puis d'avoir également le soin avec les services primaires qui sont, avec la prévention, les soins Covid, la médecine ambulatoire, dans le sens international et pas dans le sens hospitalier. Donc, un changement des pratiques avec une délégation de tâches. Alors, je dois acquiescer, évidemment, délégation de tâches vers les infirmières, de plus en plus vers les autres professions de santé, et finalement, le médecin qui devient un coordinateur. J'ai la crainte, en voyant tout ce qui est fait, vous avez parlé de silos, j'ai la crainte qu'on rentre progressivement dans la surenchère, avec le politique qui aura le plus de poids, avec le médecin qui aura le plus grand réseau pour faire venir d'autres médecins. Aujourd'hui, vous avez réussi à faire quelque chose, et Luxembourg va se réveiller, et avec une consultation médicale à 53,40 €, je ne suis pas sûr que ça va continuer enfin, plutôt empêcher les médecins généralistes de passer à la frontière, parce que, en plus, au Luxembourg, vous avez plus de contrôle de l'assurance maladie, donc c'est très intéressant. L'assurance maladie, regarde pas ce qu'on fait. J'y étais, donc pas les moyens de le faire. Et puis, si demain, d'autres territoires, comme Montmédy, qui n'est pas très loin, qui se retrouvent dans une situation catastrophique, reçoit un soutien très fort de son sénateur, l'Estrie, eh bien, finalement, est-ce que ce médecin quittera le Nord, l'Ouest et Moselle pour aller sur la Meuse? Et alors, on va retrouver exactement les mêmes problèmes, et on va continuer, ainsi, parce que le nombre de médecins ne sera pas extensible. Donc, il y a une organisation globale qu'il faut avoir. Vous avez parlé de silos. Il faut casser les silos pour avoir quelque chose de transversal. Plein de questions, donc je vais voir Jacques et puis après je vous passe la parole. Et quel est dans le même registre, monsieur, vous avez dit qu'on ne pouvait pas régler les problèmes de soins avec une organisation du XXe siècle pour régler les problèmes du XXIe. J'en suis absolument convaincu, ça vaut pour l'organisation politique, ça vaut pour la santé, ça vaut pour l'éducation, donc bien d'autres choses encore. Il faut donc un système qui soit disruptif. Alors le mot, c'est un gros mot, cette disruption. En revanche, il faut faire sauter les roues. La question, c'est à quelle vitesse, compte tenu des enjeux qui sont devant nous, je l'ai dit tout à l'heure, l'intensité du vieillissement, il faut aller beaucoup plus vite qu'on allait jusqu'à présent. Il faut des organisations qui soient beaucoup plus agiles, qui bousculent la norme, qui soient plus inventives, voilà. Et puis, il faut que ce soit nous-mêmes, parce que je voudrais, qui l'accompagne? C'est d'abord nous-mêmes. Personne ne viendra organiser un réseau de soins à notre place. Alors, ça peut être les infirmiers qui prennent l'initiative, les libéraux qui prennent l'initiative. Nous, dans une dimension transfrontière, c'est une question d'hommes avec un grand H, sinon il n'y aura pas d'organisation. Et quel est le carburant? Quels sont les leviers? Comment on fait? Qu'est-ce que vous nous proposez pour faire en sorte d'aller plus vite? Parce qu'il y a plus de freins sur les territoires qu'il y a d'accélérateurs. Donc voilà, est-ce que vous êtes attentif de votre domaine là? Est-ce que vous avez des propositions à nous faire qui pourraient nous amener à aller encore plus vite et encore plus vite? Merci. Alors, déjà, j'espère qu'on est en bonne santé, parce qu'on touche tous au dernier micro. Donc, on verra à la fin de la soirée. Alors, qui souhaite répondre Frédéric, peut-être? Je sais pas, je passe le micro quand même. Bien. Je vais répondre, je crois que c'était une observation de monsieur tout à fait, tout à fait juste, et je le vois. Vous voyez qu'on pourrait débattre pendant des heures. En fait, tout le monde ferait le constat de se dire, mais en fait, c'est bien parce que, vous voyez, on territorialise sur la chose, mais en
fait, on territorialise, mais on reste toujours cloisonné. C'est normal, parce qu'on travaille dans le système du XXe siècle, où on se dit, il faut territorialiser, ça fait des années qu'on le dit, puis il faut développer la prévention, mais tout en gardant le carcan du XXe. Donc ça peut pas, donc ça ne peut pas fonctionner. Sur votre remarque, vous avez parfaitement raison, mais juste un point, parce que je sais qu'il faut faire court, il faut juste comprendre l'interconnexion de tout. Évidemment qu'il faut travailler sur la délégation de tâches. Prenons ça, vous dites qu'il faut que les soignants modifient leurs pratiques. Très bien. Mais comment est-ce qu'on fait modifier les pratiques des soignants? Soit on vote la nuit au Parlement des délégations de tâches qui braquent évidemment les patients, comme l'accès au kiné à 3 heures du matin ou qu'on découvre le lendemain matin. Ça, c'est évidemment l'antithèse d'une réforme concertée, et surtout qu'on ne change pas le reste. Si vous voulez par exemple, faire de la prévention aux professionnels de santé, aux médecins généralistes, par exemple, ou aux chirurgiens dentistes, il faut que vous lui payiez, vous lui rémunériez pour cette prévention-là. Rémunérer la prévention, c'est ce qu'on appelle la capitalisation ajustée. Si vous avez 1000 patients dans votre patientèle, eh bien, vous allez recevoir une somme d'argent qui est liée au cahier des charges qu'on estime nécessaire pour maintenir en bonne santé, prévention primaire, secondaire ou tertiaire, peu importe, ces 1000 personnes, 50 000 euros. D'accord. Est-ce que c'est le médecin qui doit réaliser l'ensemble des prestations liées à la prévention? Certainement pas. On sait bien qu'il y a tout un tas de tâches de prévention qui sont du niveau d'une infirmière, d'une aide-soignante, d'une hygiéniste, du ça. Mais à partir du moment où le médecin a cette somme d'argent pour s'organiser, il sait très bien que lui, il sait ce qu'il vaut, il va s'organiser avec des professions intermédiaires pour réaliser cette prestation-là. D'accord ? Pour qu'il puisse le faire, il faut qu'il ait une forte autonomie dans son organisation. Donc il faut sortir de ce système où il va lui falloir 3 ans pour demander l'autorisation à l'ARS de se réorganiser, etc., etc. Donc vous voyez que tout est lié entre la gouvernance, le financement et l'organisation. Comment est-ce qu'on peut aller vite ? Vous avez raison. Évidemment, on le perçoit. Il faut d'abord savoir qu'il y a quelque chose de très humain qu'on appelle la tyrannie des horizons. Hein, c'est quelque chose qui est marqué, dont on parle souvent en économie pour la transition écologique, c'est qu'en fait, on surestime toujours le court terme et on sous-estime le long terme. D'accord ? Donc, finalement, ce qui peut être repoussé, on le repousse très facilement. D'accord ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas repousser aujourd'hui ? C'est l'accès aux soins. Donc, en fait, on est omnibulé par le problème de l'accès aux soins en se disant « Ok, il est gentil, bizarre, il a raison, mais on verra après le maintien en bonne santé, parce que moi, ce que je veux, c'est que les gens ils soient soignés. » Et vous voyez cette erreur-là, donc on repousse en permanence en fait la transformation du système pour faire ce qui est consensuel de ce que je vous ai dit. Donc, pour sortir de cette tyrannie des horizons, il faut faire ce qu'on fait ce soir déjà. Parce qu'une fois que vous avez un seuil critique de personnes qui ont compris et qui vont donc politiquement sur l'organisation de la cité dire maintenant on arrête, parce qu'on voit bien que ce système que vous essayez de maintenir en vie, il est en train de générer des services qui ne sont pas satisfaisants pour nous, ce qui explique toujours, quand vous voyagez un petit peu, tous les pays développés ont transformé leur système de santé selon une logique de crise au pied du mur. Parce que c'est tellement compliqué et parce qu'il faut vraiment ne pas avoir de choix pour un politique de le faire que de le faire. C'était le cas pour Obama, 50 millions de personnes exclues du système assurantiel. Il va peut-être falloir pour la première puissance économique du monde qu'on change le truc. Donc la France transformera son système de santé, je pense, dans quelques mois, parce que là on parle de façon sympathique. Enfin la crise, elle est très très profonde et elle ne peut que s'accélérer. Elle est surtout vécue par les soignants. Mais de plus en plus, 76% des Français considèrent que le système est en détresse ou en péril. C'est mars 2022. Bon. Donc il y a un moment où le politique va devoir agir. Ce qu'on essaye de faire avec nos petits bras, en tant que société civile, ce soir, nous avons sur la chose, c'est de préparer le terrain. Parce qu'il y a un moment où l'État prendra ce que vous lui donnez. Il ne faut pas croire que l'État, il est ni autiste, il est ni rien. Malheureusement, l'État ne sait pas ce qui a été le maître mot qui est dit. Il ne sait pas anticiper, on gère sur le court terme. L'organisation de l'État n'est plus pensée pour gérer sur le long terme. Sans compter qu'aujourd'hui, vous avez besoin de beaucoup d'argent dans la justice, dans l'éducation, dans la sécurité, dans la santé, dans la chose. Donc, vous voyez qu'il faut, là aussi, dans la transformation, être réaliste.
Nous, on a travaillé à enveloppe financière constante. Il y a quelque chose de très important en santé, c'est la redistribution des ressources. Parce que la grande difficulté, c'est de dire j'investis 15 milliards d'euros dans le maintien en bonne santé, ce que l'on propose, dans l'investissement dans le capital humain. Donc c'est de l'investissement que je fais. Et donc je fais le pari que dans 10 ans, je vais avoir une baisse dans un certain nombre de dépenses. 80% de la hausse des dépenses de santé sont concentrées sur 12 millions de personnes qui sont les personnes qui ont des affections de longue durée. Les 2 tiers des dépenses d'assurance maladie sont concentrées sur 12 millions de personnes. Un tiers de toute la population, 85% de toute la population vit avec un tiers des ressources de la sécurité sociale. Donc si vous réglez ce problème des affections de longue durée sur un plan financier, vous avez réglé l'essentiel de la maîtrise des dépenses. Regardez ce qu'on a fait pour le chômage. Les 15 milliards investis dans le capital humain, même si on peut critiquer sur l'exécution de la chose et tout ça, mais vont être très vite rentabilisés sur une baisse des dépenses d'assurance chômage que l'on voit déjà. On voit les dépenses d'assurance chômage fondre, je mets la crise de côté, comme neige au soleil. C'est ce qu'il faut faire avec beaucoup de dépenses de soins. Plutôt que ça, ce que l'on fait, c'est de trouver des boucs émissaires. Vous voyez, cette fameuse, que je trouve terrible, qui a été dit, c'est de dire « mais il y a 30% de dépenses inutiles ». Donc, quelque part, vous, professionnels de santé, vous avez 30%. Si vous travailliez de façon un peu plus efficiente, on réglerait le problème. Non, ça c'est vraiment resté dans l'ancien système. Donc moi je suis optimiste sur le moyen terme. On a un problème de court terme à mon avis qui va être problématique parce que attention, si la ressource sort, il y a plus de 150 000 infirmiers et infirmières qui sont en âge de travailler et qui ne sont pas sur leur lieu de travail, et il y a 25% des médecins qui sont formés qui sortent des études qui ne vont pas vers le soin. Donc là aussi, on peut croire ce que l'on veut croire ce qui est plaisant de croire. Les lieux de soins ne sont plus attractifs pour la nouvelle génération. Donc il y a une petite urgence de ce côté-là. Merci beaucoup. Alors, je suis désolé, on prendra la question après, moi, sur l'autre table ronde, parce qu'il faut qu'on puisse donner la parole aussi aux autres intervenants. On va revenir sur tous ces sujets, et je vais vous garder en bonne santé pour pas finir trop tard quand même. Donc, je vais vous redonner à tous la parole une dernière fois, si ça vous va, pour réagir aussi à tout ce que vous avez entendu. Je regrette qu'on ne parle pas de données de santé, moi, je vous avoue, parce que je me dis que pour moins de travailler en silo, il faut aussi partager la donnée. En France, on n'est pas trop en avance sur ce sujet-là. Mais il y a d'autres sujets qu'on pourrait avoir. Alors, je ne sais pas qui veut reprendre la... Alors, je vous laisse 1 minute 30 chacun, maxi, si ça vous va, pour dire un mot, conclure, ou donner des perspectives, pour qu'après on passe à la prévention. On va revenir en arrière. Qui veut commencer? Vous y allez? On a beaucoup parlé effectivement de gouvernance, de communauté, de groupement. Là, en fait, on est dans l'infrastructure. Je pense qu'il manque quelque chose dans ce discours, c'est probablement aussi les réseaux naturels qui doivent se constituer autour des parcours. On parle d'infrastructure hospitalière, on parle de la liberté d'installation des médecins avec peut-être le dogme de la régulation qui permettrait peut-être quand même d'apporter des réponses aux vraies problématiques des territoires comme les autres. Mais je pense quand même que les réseaux qui doivent se constituer, qui ne doivent pas toujours passer par la multiplication de réunions, d'instances de gouvernance qui sont déjà très lourdes, notamment pour nos établissements de santé où on est par exemple, dans un groupement hospitalier territoire, on a des réunions qui se multiplient, la gestion interne de l'établissement, la gestion avec les partenaires, mais derrière, on n'associe pas un peu finalement les professionnels de santé de ville. Et même si les CPTS sont là, elles sont animées quand elles existent le plus souvent, le sujet aussi c'est sur la responsabilité. Et la collaboration, quand on doit déterminer et mettre en place une permanence des soins, que par exemple sur certains professionnels de ville, la coordination ne s'assure pas pour les congés scolaires et que derrière l'absence même d'une réponse de santé pendant cette période, qui sont quand même nombreuses, fait que les patients finissent aux urgences. Et c'est comme ça que les urgences aussi font que la saturation des urgences, les professionnels qui ont eux aussi besoin d'avoir des rythmes de vie qui soient équilibrés, choisissent de quitter ces structures et qui font s'effondrer finalement le dispositif. On a plutôt tendance à travailler plutôt sur des notions de réseau et pas forcément tout de suite à institutionnaliser systématiquement des
suis pas sûre. Allez-y. Donc, moi, je voulais mettre le point sur le côté plus positif des choses, c'est-à-dire qu'on est là dans les craintes à long terme, au moyen terme, et on voit ce qui se fait finalement, ce qui est positif. Les soignants, notre métier change de toute façon. Moi, en tant qu'infirmière, je ne me considère pas comme une simple exécutante qui obéit à une prescription médicale. Je sais que j'ai ma part entière dans la prise en charge du patient. Je l'oriente vers une association, je l'oriente vers les travailleurs sociaux si besoin. Je protocolise avec le médecin en amont une prise en charge et on va beaucoup plus vite finalement pour le patient. Les subventions sont là de l'ARS, donc c'est à notre payeur par rapport à la CPM qui nous finance nos actes, notre cotation à l'acte. À côté de ça, dans nos exercices coordonnés, MSP, CPDS, MSP, on a des financements de l'ARS, donc un autre payeur. Donc, de l'argent, il peut y en avoir, il y en a, il suffit de toquer au bord, il suffit d'être volontaire. Nous, on a créé, il y avait Action-Réaction, on a créé Réunion-Action, je reprends la formule de Sébastien aussi, parce que les verbiages, les réunions comme celle-là, c'est bon. Moi, je ne suis pas une politique, je ne suis pas élue, je suis sur le terrain, mais ce qu'il faut, c'est agir et proposer et être dans l'action tout de suite. Et donc, être dans le positif, on va essayer. Ça ne marche pas, c'est pas grave. On réadaptera, on corrigera ce qui ne va pas, mais au moins on aura fait les choses. Je pense que ça, c'est l'essentiel. J'espère qu'on nous en fasse. On a besoin de penser. Non, mais je suis là quand même, malgré tout. Bon, et rapidement, je vais quand même répondre à mon confrère. SOS Médecins n'a pas vocation d'aller dans le 55. On a déjà du mal à assumer tout le 54 avec les forces vives, puisque c'est aussi un problème, je l'ai encore évoqué ce matin, de formation, et je me bats pour que les territoires, vos territoires, puissent bénéficier des internes. Et je l'ai encore dit à l'ARS cette semaine, c'est pas normal que des territoires, et c'est dans la loi 2022, on est censé envoyer des internes pour découvrir les territoires. Il y a une démographie médicale qui est pauvre, et donc déjà ça c'est un combat. Et puis je prends encore un peu à l'humanisme du médecin qui va pas franchir systématiquement la frontière pour aller gagner 53 €. Si nous on fait l'effort de venir de faire 1h15, chez moi non. Après, peut-être ici, mais enfin chez moi non, si on fait 1h15 pour venir se positionner sur l'ennui et rentrer chez soi le matin à 9h, ou partir à 18h pour rentrer à 9h, je pense qu'on a quand même pris conscience qu'il y avait, c'est un mot à la mode aujourd'hui dans notre pays, la discrimination de l'accès aux soins, en permanence aux soins. Moi, mon but avec mes associés, c'est de faire ce qu'on s'était toujours promis pour le département, c'est d'assumer cette permanence de soins de nuit afin que les jeunes médecins puissent, eux, bénéficier d'une vie familiale avec une vie professionnelle qui leur tient à cœur. C'est notre but, on le fera. Tant que je serai président de la structure, c'est comme ça que ça fonctionnera. Et voilà, moi je crois encore un peu à l'humanisme du médecin. Je ne suis pas médecin, mais c'est au soir, je voulais juste relever juste un petit élément dont on n'a pas parlé pour essayer de faire venir de jeunes praticiens. Et il faut faire déjà venir des étudiants sur notre territoire. Et les MSP sont un petit peu orientés là-dessus aussi, avec l'accueil d'internes, d'étudiants en kiné, en infirmier, etc. Pour essayer déjà de les faire venir sur notre territoire et de leur montrer que c'est pas le bout du monde non plus pour certains. Merci beaucoup. Moi, ce que je voudrais dire pour le mot de la fin, c'est ouvrir les portes des hôpitaux pour travailler en partenariat avec tous les professionnels libéraux, parce qu'aujourd'hui, c'est encore très scindé, je trouve. Et demain, il faudrait ouvrir tout ça pour travailler d'un commun accord, tous ensemble, pour le parcours du patient. Merci beaucoup, merci à tous. Je pense qu'on peut remercier.